Je n'ai qu'une envie. La rejoindre. La serrer à l'étouffer dans mes bras. Mais il voit plus loin. Tu vas la retrouver, Talena. Mais tu ne vas tout de même pas laisser Janine s'en tirer comme ça. Cette garce est prête à tout pour te mettre dans son lit. Elle ne va pas vous laisser tranquille. Que veux-tu que je fasse? Je ne vais tout de même pas la tuer, même si ce n'est pas l'envie qui me manque. Je ne te demande pas d'aller jusque-là, Willy, mais elle a besoin de prendre une bonne leçon, et surtout, elle doit dégager de cet immeuble. Même si vous avez prévu de déménager plus tard, pour l'instant, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer à habiter cet appartement. Le futur procureur a une idée en tête, et assurément pas qu'une. Il m'expose un plan qui devra être affiné pour concocter une vengeance. Il envisage solliciter les victimes de Janine à collaborer pour lui faire peur, et aussi pour lui soutirer des aveux sur sa manière de procéder, pour attirer les victimes dans ses filets, et ou inciter leurs épouses à le croire, et à quitter le domicile conjugal. Il veut surtout par ce biais la persuader de quitter le quartier si ce n'est Paris, quitte à utiliser la menace. Je dois y réfléchir, mais tu es la clé de voûte de ce plan, Willy. Tu serais d'accord pour te venger? Me venger n'est pas dans mes habitudes, mais je suis prêt à faire quelque chose afin d'empêcher cette mégère de briser d'autres couples. Bien, nous sommes d'accord sur le fond. Reste la forme. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai les idées plus claires. En attendant, j'imagine que Roméo veut voir Juliette. En route, mauvaise troupe. Pile les mots que j'attendais. Et Pierre doit accélérer le pas s'il veut arriver à me suivre, tant je suis pressée. Je suis arrivée devant la porte d'Elitman avant lui, et j'ai à peine frappé que Lily vient m'ouvrir. Les grands esprits se rencontrent, comme le disait Voltaire, déclare-t-elle en me voyant devant elle. Je savais que tu allais venir dès ce soir. Je n'ai ni le temps ni l'envie de répondre. Hélène est dans mon champ de vision, et nous nous précipitons l'un vers l'autre. J'ai l'impression d'une scène au ralenti à mesure que nous nous rapprochons. Elle m'a tant manqué. Enfin, je sens son corps tout contre le mien. D'un seul coup, le vide que je sentais en moi depuis ce 6 mars se comble. Je couvre son visage de baisers, de caresses. Je ne peux plus m'arrêter. Malena, mon amour, j'ai cru que ce moment n'arriverait jamais. Pardon, me répète-t-elle. Willy chéri, je t'aime. J'aurais dû te faire confiance, savoir que tu n'avais rien fait. Tout m'accusait, Herzchen. Je ne pouvais que te dire que je ne t'ai jamais trompé. Mais à ce moment-là, tu ne pouvais l'entendre. Tu étais sous le choc. Et moi aussi. Nous restons enlacés à l'entrée du salon. Mais Pierre nous rappelle à l'ordre. Bon, les amoureux, ce n'est pas tout ça, mais moi, j'ai faim. Maman, il te reste quelque chose à manger, car moi et Willy, nous n'avons pas encore dîné. Ta sœur m'avait dit que tu dînais à l'extérieur, se défend mollement Déborah. Eh bien, elle s'est trompée. C'est vrai que nous aurions pu dîner chez Willy, mais j'avoue qu'après que je lui ai raconté tout ce que nous avons découvert, Lily et moi, il n'avait qu'une idée. Venir rejoindre sa Dulcinée. D'ailleurs, regarde-les. Nous sommes collés l'un à l'autre, Hélène et moi, et nous n'avons pas envie d'être séparés. Pourtant, Pierre s'y emploie. Allez, Roméo, viens manger quelque chose. Tu vas avoir besoin de force pour la nuit à venir. Pour autant, je ne lâche pas la main d'Hélène, tout comme je ne la quitte pas du regard en mangeant. Seul Pierre fait la conversation, annonçant à ma femme qu'elle ne pourra pas rejoindre le domicile conjugal aussi rapidement qu'elle l'espère. Pourquoi? S'enquiert-elle la mine défaite. Parce que la vipère est toujours dans les parages, et que nous devons l'empêcher de nuire à nouveau. Et comment tu envisages cela? Questionne Lily. J'ai quelques idées, mais il faut affiner tout ça, et je compte sur vous tous. Ils nous regardent tour à tour pour nous faire comprendre que nous devons tous nous impliquer et faire marcher nos méninges. Il explique les grandes lignes, telles qu'il me les a déjà exposées, afin que nous ayons tous le même fil conducteur. Vous avez toute la nuit pour réfléchir. Encore que ces deux-là vont certainement avoir mieux à faire. Une chose est certaine, Roméo, déclame-t-il en me fixant.
Tu ne mettras pas Juliette plus enceinte qu'elle ne l'est déjà. » Quel fanfaron celui-là! Nul doute que ses plaidoiries seront très théâtrales quand il sera dans un prétoire. La nuit se passe comme dans un rêve. Hélène est dans mes bras et dort paisiblement, comblée par mes baisers et mes caresses, comme je l'ai été par elle. Moi aussi, j'ai enfin dormi une nuit entière, ce qui ne m'était pas arrivé depuis que nous étions séparés. Je me doute qu'elle non plus ne dormait pas beaucoup. J'ai bien remarqué les cernes bleutées sous ses yeux. Comme l'a si bien pressenti Pierre, nous n'avons pas beaucoup pensé à la stratégie à adopter avec Jeannine. Elle était même très loin de nos esprits. Nous ne pensions que l'un à l'autre, au désir qui nous tenaillait et au plaisir que nous avons ressenti à le satisfaire, bien qu'Hélène soit enceinte de près de 7 mois. Cependant, il m'est venu à l'idée de constituer une espèce de tribunal auquel pourraient participer certaines de ses victimes. Je puise des idées dans mes lectures, tant dans la littérature que dans les faits divers des journaux. Jamais je n'aurais pensé être capable d'envisager une chose pareille. Mais cette femme a voulu me séparer d'Hélène et l'a fait souffrir. La souffrance ne m'a pas épargnée non plus, mais ce n'est rien au regard de ce que Malena a enduré, en croyant que je l'avais trahie. Je pense aussi à ces autres femmes dont elle a brisé le ménage. Pierre a raison. Il faut lui ôter l'envie de recommencer. Nous nous retrouvons tous pour le petit déjeuner. Les sourires sont revenus sur les visages. Le plus joyeux est Bruno, qui est venu se glisser dans le lit, pensant n'y trouver que sa mère, comme depuis quelque temps. Ça me fait du bien de l'entendre rire aux éclats, alors que je le chatouille et le laisse s'immiscer entre moi et Hélène. Pierre nous rappelle que, pour l'instant, je ne dois rien changer aux habitudes des jours précédents si nous voulons piéger Jeannine. Néanmoins, nous connaissons son emploi du temps, et je n'ai pas besoin d'apparaître dans notre appartement avant le début de l'après-midi. Quant aux nuits, rien ne m'empêche de les passer avec ma femme, chez les Littmann. Le seul jour où je dois être vigilant est celui où la danseuse est en repos. Je lui fais part de mes idées qu'il ne trouve pas inintéressantes. Il va falloir que nous prenions contact avec au moins les 2 dernières victimes. Pour le bijoutier, c'est assez facile puisqu'il suffit d'aller à son magasin. Pour le notaire, nous allons devoir trouver un prétexte. La vente ou l'achat d'un appartement ou tout simplement me renseigner sur le métier de notaire puisque j'étudie le droit. Te renseigner sur le métier me paraît plus approprié, intervient Lily. Pierre abonde dans ce sens et évoque notre objectif, persuader ses victimes de piéger celle qui a détruit leur couple. Il passe ensuite à l'étape suivante. Alors, Vili, c'est là qu'intervient ton idée de tribunal. Mais plutôt que tribunal, je verrais plutôt un interrogatoire. Mais le genre musclé, style Gestapo. Tu plaisantes, j'espère, interviens-je. À peine, confirme-t-il. Il faut qu'elle ait peur. Elle devra signer ses aveux et ensuite passer un contrat par lequel elle s'engage à sortir de votre vie, du quartier et même de Paris. Je te vois très bien dans le rôle de l'officier allemand. Mais Pierre, j'étais dans la Wehrmacht et sous-officier dans une batterie de défense antiaérienne. Je n'ai jamais participé à un interrogatoire de ma vie. Je sais, grosso modo, comment ça pouvait se passer à travers ce que Roger en a raconté, mais c'est tout. Eh bien, c'est déjà ça, poursuit-il. En outre, tu as étudié le théâtre pendant tes études. Oui, j'en ai fait un peu en Allemagne, avant mon abitur, mais c'est très loin. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Il a réponse à tout. Je vois bien que Lily et Déborah rient sous cap. Elles savent très bien que lorsqu'il a une idée derrière la tête, il n'en démord pas. Pourvu qu'il ne me demande pas de me déguiser en nazi. Il n'en est pas si loin car il insiste pour savoir quel type d'instrument utilisaient les types de la Gestapo ou de la milice pour interroger les résistants. Ils étaient très inventifs, rétorquai-je. Il y avait les tortures physiques et psychologiques. Cela consistait en intimidation et menaces pour s'en prendre aux proches, manipulation de la perception du temps, isolement prolongé dans des endroits sombres avec des insectes, des rats, de la crasse, des odeurs pestilentielles, privation de sommeil, exposition au froid et bien sûr mutilations en tout genre.
Dans de nombreux cas, les prisonniers étaient battus jusqu'à perdre connaissance. Je leur relate ce que j'ai retenu de mes échanges avec Roger, notamment que la violence physique n'avait pas seulement pour but d'extraire des informations, mais aussi de créer un climat général de peur. La menace de violence physique était habilement employée pour créer une atmosphère d'effroi avant même le début de l'interrogatoire. Les passages à tabac étaient l'une des formes de torture physique les plus couramment utilisées dans les salles d'interrogatoire de la Gestapo. Souvent, les suspects étaient pris par surprise et soumis à des coups alors qu'ils étaient ligotés ou limités dans leurs mouvements. Ces attaques brutales avaient pour but non seulement d'infliger de la douleur, mais aussi d'augmenter la pression psychologique. Nous allons nous contenter de choses basiques que nous trouvons dans nos boîtes à outils. Pince, marteau, liens, conclut Pierre. Et puis, n'oublions pas la baignoire. L'essentiel est qu'elle croie que nous allons la torturer. C'est vraiment odieux, s'exclame Hélène qui est blottie contre moi alors que Bruno est sur mes genoux. Tu crois qu'elle a pris des gants avec toi? Nous ne lui ferons aucun mal, physiquement parlant. L'effet sera purement psychologique. D'ailleurs, Lily, tu as toujours ta cravache? Ma sœur a eu sa période équitation, précise-t-il en me regardant. Il est vraiment décidé à en découdre. Même si je déplore l'usage de telles méthodes, je ne vois pas comment nous pourrions faire plier cette fille sans vraiment la menacer. Jouer le rôle d'un méchant risque d'être compliqué pour moi. Je rentre à la maison au début d'après-midi et j'y travaille sur ma thèse pendant quelques heures. J'ai le cœur plus léger car je sais que je vais retrouver Malena ce soir et passer la nuit avec elle. Je ne croise pas notre voisine ce dimanche. Ce n'est que le mardi que Pierre et moi nous rendons chez le bijoutier rue de Clignancourt. Il se montre méfiant au départ. Je dois révéler ce que j'ai moi-même vécu, ainsi qu'Hélène, pour qu'il nous écoute vraiment et comprenne où nous voulons en venir. Sa femme l'a quitté, avec ses 2 enfants qu'il n'a pas revus depuis 3 mois. Le plan de Pierre lui laisse entrevoir une opportunité de pouvoir rétablir un lien, au moins avec ses enfants, si ce n'est avec son épouse. Nous lui expliquons que nous devons rencontrer une autre victime et que nous reprendrons contact avec lui. Pierre a obtenu un rendez-vous avec le notaire de la rue Biot pour le jeudi. J'espère juste ne pas trop croiser Janine d'ici là. Si toutefois c'est le cas, je dois jouer la montre. Au besoin, l'inviter à prendre un verre en ville de manière à ne pas me retrouver seule avec elle, tout en m'exhibant en sa compagnie, et plutôt dans le quartier de Pigalle où elle travaille. Sinon, je dois lui proposer de venir chez moi le 24, jour où elle fait relâche, pour une soirée en tête-à-tête, en espérant que nous soyons prêts avec nos complices. Bien évidemment, la danseuse me guette le soir même. Je m'y attendais, puisque c'est son jour de relâche. Je prétexte des copies à corriger, et je lui propose un rendez-vous le lendemain, pour prendre un verre à proximité de son lieu de travail. Heureusement, cette invitation semble la satisfaire. Lorsque j'arrive au rendez-vous, Janine n'est pas seule. Une jeune femme aux cheveux châtain clair est avec elle. Le contraste est saisissant entre les 2 femmes. L'une sophistiquée, l'autre simple et naturelle. Je devine qu'il s'agit de la jeune femme qui a renseigné Lily, sans savoir ce que celle-ci allait faire des informations. Janine confirme ce que j'ai pressenti. Yvette, je te présente un ami, Willy Lorenz. Willy, voici Yvette, une collègue danseuse. La jeune femme me serre la main. Elle plonge son regard dans le mien et j'y lis ce que j'interprète comme un reproche, comme si elle me disait « Que viens-tu faire ici avec cette fille? Ne cède pas. » Enchantée de faire votre connaissance. Janine m'a souvent parlé de vous. Vous êtes beaucoup mieux que d'après sa description, me dit-elle sans me lâcher des yeux. Son regard insistant cherche à me faire comprendre que cette phrase a un double sens. Mais je vais vous laisser en tête-à-tête, ajoute-t-elle en se levant. Oh, mais vous pouvez rester, Yvette. Je suis ravie de rencontrer une collègue qui partage la même passion pour la danse que Janine. Cette dernière fait un peu la moue, mais ne manifeste pas trop son mécontentement. Elle se rapproche juste un peu plus de moi et passe son bras sous le mien, voulant sans doute montrer à sa collègue que je lui appartiens désormais. Mais seule Yvette voit ma mine sombre, ce qui lui arrache un demi-sourire.
L'heure de la répétition avant le spectacle approchant, les deux danseuses se lèvent pour partir. Je retiens juste Janine un bref instant pour l'informer que je ne vais pas être disponible d'ici la fin de la semaine pour la revoir, ce à quoi je déclare aspirer, et que je vais même être absent le samedi et le dimanche. Cependant, je l'invite à venir dîner chez moi le lundi soir, en tête-à-tête, jour de relâche pour elle, à 20h précises. Pas avant, car j'aurai une surprise pour toi, lui chuchotai-je. Elle retrouve son sourire et accepte avec enthousiasme. Je vais même jusqu'à lui effleurer les lèvres pour être plus crédible. Elle ne doit se douter de rien. Le jeudi, j'accompagne Pierre chez le notaire. Lui aussi se méfie au départ, d'autant que mon ami a initialement pris ce rendez-vous comme un étudiant en droit désirant se renseigner sur le métier de notaire. Il accepte néanmoins que nous exposions nos objectifs et notre plan. Sa femme aussi est partie. Mais il ne pense pas que les choses puissent s'arranger avec elle en ayant des aveux de Janine. Toutefois, il est partant pour une question de justice, celle d'éviter que cette femme continue à exercer son pouvoir de nuisance. Maître Victor Boutin propose même de rédiger le contrat par lequel la jeune femme devra s'engager à quitter son logement actuel et Paris. Pierre va se charger des aveux. Désormais, les choses sont sur les rails. Lorsque nous sortons de chez le notaire, je fais tout de même part de mes craintes à mon ami étudiant en droit. Il ne faudrait pas que Janine te voie arriver, toi et ces deux victimes. Je suis censée être seule avec elle ce soir-là. Je lui ai donné rendez-vous pour 20h, mais rien ne l'empêche de sortir de chez elle, et elle pourrait tomber sur l'un de vous. Je crois que je peux arranger ça avec la complicité de mon petit voleur à la tire. Je peux déjà lui demander d'espionner ta voisine et me signaler ses mouvements. Facile, si je m'installe au troquet du coin. Au besoin, je vais trouver quelque chose pour la maintenir éloignée de chez elle, si elle n'est pas encore rentrée à 19h, heure à laquelle nous sommes censés arriver chez toi, pour tout mettre en place. Je dois m'en remettre à lui. Jusque-là, ça m'a été bénéfique. Pour l'instant, je ne veux qu'une chose, rejoindre Malena et notre fils. La fin de la semaine s'écoule sans que je croise Janine, et de toute façon, je fais tout pour l'éviter. Dès le vendredi soir, je m'installe complètement chez les Littmann. Je partage mon samedi entre Bruno et quelques heures de travail sur ma thèse, en attendant que l'amour de ma vie rentre de l'école. Le dimanche est entièrement consacré à ma famille, et la météo est en notre faveur car il fait un temps estival. Très bientôt, nous allons pouvoir rentrer chez nous, reprendre notre vie. Mais avant, il y a l'exécution de notre plan. Lorsque le lundi arrive, je peine à quitter le lit où Hélène était blottie dans mes bras, et ensuite à me concentrer au travail. C'est très discrètement que je me glisse dans notre appartement au retour du lycée, au cas où Janine serait dans les parages. Mais rien en vue. D'ici 1h30, le bijoutier Perrault et maître Boutin seront là, ainsi que Pierre. Je prépare les outils censés faire peur à celle qui a tenté de briser mon ménage, et je mets couler l'eau dans la baignoire. L'objectif n'étant pas de s'en servir pour la détente, peu importe que l'eau soit froide. Le temps s'écoule trop lentement à mon goût. Vers 19h, alors que je viens de fermer les volets, les deux victimes qui ont accepté de jouer le jeu dans notre stratagème arrivent, suivies de près par Pierre. Nous nous mettons d'accord sur le rôle de chacun. Le notaire se charge de noter les aveux de notre coupable. Pierre et moi nous chargeons de l'interrogatoire. Guillaume Perrault va se faire un plaisir de l'attacher sur une chaise prévue à cet effet avant de se positionner comme observateur en se postant devant la seule issue, la porte. En attendant l'heure, nous échangeons à voix basse sur d'autres sujets, tels nos métiers respectifs. Dans le feu de la conversation, il est question des logements dans le quartier. C'est Pierre qui met le sujet sur le tapis. Il ne perd jamais une occasion quand elle se présente, et il a devant lui un notaire, auquel il demande s'il ne connaît pas des appartements à louer dans le quartier pour une famille de 4 personnes, en me désignant du menton. Maître Boutin n'en a pas d'aussi grand pour l'instant, mais il promet de nous contacter si une opportunité se présente. Monsieur Perrault, lui aussi, se dit prêt à nous le faire savoir s'il entend parler de quelque chose d'intéressant. Et puis, l'heure approchant, nous nous taisons.
La personne que nous attendons tous ne va pas tarder. Et à 20 heures, passées de quelques minutes, j'entends toquer à la porte. Mes complices se dissimulent dans un recoin pendant que je vais ouvrir, un foulard dans la main gauche. Jeannine est devant la porte, le sourire aux lèvres. Elle a dû aller chez le coiffeur, car ses cheveux sont soigneusement ondulés. Elle a mis un peu trop de parfum et porte une robe moulante rouge trop décolletée. Elle s'approche de moi pour m'effleurer les lèvres. « Bonsoir, Vili. » Je n'en pouvais plus d'attendre qu'il soit l'heure de frapper à ta porte. « Tu me fais entrer ?» Je pose un doigt sur ses lèvres. « Avant tout, Jeannine, je t'ai promis une surprise, donc je vais te mettre un bandeau sur les yeux, fais-je en lui montrant le foulard. Sinon, la surprise n'en sera pas vraiment une. Mais tu dois jouer le jeu, autrement la soirée aura moins de piment. Toi alors, tu en as mis du temps à t'intéresser à moi, mais là, tu veux jouer le grand jeu? Exactement, ma belle, et tu ne vas pas t'ennuyer, lui susurrai-je à l'oreille. Elle se laisse donc faire sans broncher, et après m'être assurée qu'elle ne voit rien, je la fais entrer, referme la porte sans lâcher sa main et la guide jusqu'à la chaise préparée pour elle. Je lui demande de s'asseoir. Pour l'instant, tu gardes ton bandeau, Jeannine. Je te le retirerai moi-même quand le moment sera venu, car je ne t'ai pas invitée seulement pour dîner, tu t'en doutes. Je l'espère bien. Peut-être préfères-tu d'ailleurs que nous commencions par ce que tu es venu chercher, histoire de nous mettre en appétit. Bien entendu, elle ne demande pas mieux. Tu dois savoir que je suis adepte de certains jeux sexuels. J'ai besoin que tu sois soumise, et pour cela je vais t'attacher les mains et les pieds, et tu devras te concentrer sur mes caresses et mes baisers. Je la sens se raidir instinctivement, mais elle se laisse faire. Ce dont elle ne s'aperçoit pas, c'est que c'est un autre qui l'entrave sur sa chaise, l'effleurant au passage afin que mon histoire de caresse soit crédible. Lorsque c'est fait, je lui murmure à l'oreille que je vais lui enlever son bandeau. Mon souffle chaud dans son cou la fait frissonner. Elle a vraiment cru ce que je lui ai dit. Elle n'a aucune raison de se méfier. L'odeur des bougies réparties dans la pièce fait penser à une soirée romantique. Elle met un certain temps à s'habituer à la semi-pénombre, le seul éclairage étant celui des bougies. Toutefois, elle perçoit vite que nous ne sommes pas seuls, et me fusille du regard. « Qu'est-ce que ça signifie, Vili? À quel jeu joues-tu » ? « Tu me connais bien mal, ma chère Jeannine. Je ne suis pas du genre joueur, surtout pas avec toi. » Victor Boutin et Guillaume Perrault s'approchent alors, et Pierre allume le plafonnier. Les yeux de ma voisine s'écarquillent en voyant les deux hommes face à elle. Son regard va de l'un à l'autre, puis se dirige vers Pierre qu'elle ne connaît pas, et enfin sur moi. Des gouttes de sueur commencent à apparaître sur son visage trop maquillé. « Je pense que tu reconnais ces messieurs, Jeannine, déclarai-je. En tout cas, eux ne sont pas près de t'oublier, étant donné ce qu'ils ont enduré grâce à toi. Et ils ne sont pas les seuls. Tu as brisé bien des familles. Et alors, je ne les ai pas obligés à coucher avec moi, et ils ont bien pris leur pied. Certes, mais ils n'auraient peut-être pas cédé à la tentation si tu n'avais pas manigancé pour faire croire à leurs épouses que tu étais arrivé à tes fins avant que ce soit la réalité. Encore faut-il pouvoir le prouver, crache-t-elle. Son ton est devenu acerbe, mais sa voix suraiguë témoigne de son anxiété. Celle-ci augmente lorsque Guillaume Perrault fait tourner la chaise à 180 degrés et qu'elle distingue sur une petite table des outils et la baignoire par la porte de la salle de bain laissée ouverte. « Tu aurais dû te méfier de moi, Jeannine. Tu sais pourtant que je suis allemand. Tu ne t'es pas posé de questions sur mon passé, ne voyant en moi qu'un sympathique professeur, suffisamment à ton goût de croqueuse d'homme marié. Tu ne t'es pas méfié, car tu as déjà testé quelques mâles allemands avant d'être tondue à Angers. » Elle me regarde furieuse. Pierre m'a donné cette information qu'il a obtenue parce qu'il appelle son réseau. Oh, rassure-toi, je ne te reproche pas d'avoir couché avec des compatriotes, tant que tu n'as dénoncé ou spolié personne, ce que j'espère. En revanche,
je ne suis pas seulement le gentil professeur que tu crois. Je vais donc me présenter un peu plus précisément. Oberfeldwebel Wilhelm Lorenz, Heeresflakkartier Abteilung 281, dans la 116e Panzerdivision, et régulièrement affecté comme interprète lors des interrogatoires de terroristes et soldats alliés capturés. Je suis donc familier des interrogatoires musclés menés à cette époque. Et crois-moi, on ne perd pas les habitudes acquises dans l'armée. Mon grade, mon unité et ma division sont exacts, et n'ont rien de particulièrement menaçant, mais dit dans un allemand aboyé, comme à l'époque, suffit à la faire trembler. Quant à ma soi-disant fonction d'interprète et le reste, c'est une pure invention de ma part, mais ça enfonce le clou. J'entends Pierre tout sauter pour masquer son envie de rire. Comme tu peux le constater, nous sommes 4 et tu ne pourras pas t'échapper facilement. Tout ce que je veux savoir en premier lieu, c'est l'identité de tous ceux dont tu as brisé le couple et même la famille, car à aucun moment tu n'as pensé aux enfants. Tu peux toujours courir, sale boche. Des insultes. Voilà qui n'est pas très correct, mademoiselle Chartier. Cela dit, avec ton nom de famille, j'aurais dû me douter que tu jurais comme un charretier. Tu te crois malin? Ce n'est pas moi qui suis attaché sur une chaise et qui va être fortement incité à parler. Pierre, à toi de jouer. Maître, préparez-vous à noter les noms que cette garce va vous donner de gré ou de force. Le futur juriste s'assied en face de Janine avec sa cigarette au bec. Alors, ma jolie, tu as entendu Willy? La liste de tes victimes. Pour toute réponse, il se fait cracher dessus. Sa réaction est immédiate, avec une bonne paire de gifles qui laisse des marques de doigts sur les joues de la fille, malgré sa couche de maquillage. Tu sais que nous avons d'autres méthodes que cette petite paire de gifles? Guillaume, vous pouvez dégrafer sa robe, s'il vous plaît. Le bijoutier obtempère en ouvrant la robe, dévoilant le haut de la poitrine de la danseuse et son soutien-gorge. Alors, ma jolie, que préfères-tu? Que je zèbre ta jolie poitrine à coups de cravache? Ou quelques brûlures de cigarette? Ou alors je peux aussi te découper les tétons à la pince. Tu as le choix. Pour appuyer ses dires, il fait glisser la cravache sur les joues et le décolleté de Janine, qui se met à frémir de trouille et qui transpire de plus en plus en secouant la tête. Apparemment, c'est non pour la cravache. La cigarette peut-être, dit-il en approchant son mégot de la peau délicate. Arrêtez. Je vais vous les donner, vos noms. D'ailleurs, je ne vois pas très bien ce que vous pourrez en faire. Ça ne te regarde pas. Crache les noms. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on te demande, vocifère Pierre d'un ton incisif. La fille commence à décliner les noms et les adresses de ses victimes. Une quinzaine en tout. Eh bien, tu vois quand tu veux, m'exclamai-je. Maintenant, tu vas nous raconter comment tu les as piégés. Et n'essaie pas de nous berner, car nous en savons déjà pas mal. Pierre a glissé une autre cigarette entre ses lèvres, mais il ne l'a pas encore allumée. Quel comédien! Il ménage ses effets et il passe toujours négligemment la cravache sur le haut du corps de Janine et même sur ses cuisses. Le notaire note toujours ce qu'elle dit et qui corrobore ce que nous connaissons déjà, des techniques utilisées par la donzelle. C'est bien, je suis ravie que tu coopères. Il ne te reste plus qu'à dater et signer tes aveux faits devant notaire. C'est une plaisanterie? J'ai l'air de plaisanter. Tu vas signer, c'est un ordre, l'assommai-je. Jamais. Comme tu voudras, annonçai-je. Guillaume, vous pouvez débarrasser mademoiselle Chartier de ses bas? Délicatement, s'il vous plaît. Il ne s'agirait pas de les abîmer. Nous voulons juste avoir accès à ses orteils. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Pour une danseuse, c'est mieux de lui arracher les ongles des pieds, n'est-ce pas? Absolument, Oberfeldwebel Lorenz, me répond mon interlocuteur en allant chercher une pince sur la petite table. Mais au besoin, je dois éteindre ma cigarette. Je peux le faire dans le creux axillaire de la demoiselle. Ça fait un très joli cendrier. Comme tu veux, concédai-je. C'est vrai que c'est moins sanglant. Ceci dit, une jolie estafilade sur son joli minois l'empêcherait plus sûrement de jouer les vampes. La brune transpire de plus en plus,
pendant que Guillaume s'acquitte de la tâche d'enlever les bas malgré les tentatives d'évitement de leur propriétaire. « Alors, Jeannine, tu signes ou Pierre te saigne ?» demandai-je le plus sérieusement possible, car le jeu de mots m'a échappé, et le rire n'est pas loin. « Je vais signer, lâche-t-elle. » Le bijoutier lui détache la main droite. En moi-même, je pense que si nous avions eu des menottes, j'aurais pu faire un autre jeu de mots tout aussi douteux du genre « Le bijoutier va t'enlever un de tes bracelets ». Le notaire lui fait apposer ses initiales sur chaque page de ses aveux et lui fait dater et signer 3 exemplaires. Un document avait été préparé en amont. Il a juste dû le compléter avec les nouvelles informations. Jeannine nous lance des regards furibonds presque à chaque page. Nous évitons de nous regarder les uns les autres, de peur d'éclater de rire. « Maintenant que j'ai signé vos documents inutiles, vous allez me relâcher ?» s'enquiert-elle d'un ton venimeux. « Pas tout de suite, poupée, déclarai-je. Tu vas devoir aussi nous signer un contrat que maître Boutin va te lire. » Sans transition, le notaire porte à sa connaissance les clauses du contrat entériné, quitter son appartement et la ville de Paris d'ici la fin de la semaine. Elle se met à rire. « Vous ne pensez pas que je vais signer ce torchon ? Vous n'avez rien pour m'obliger à le faire. » Non seulement nous en avons les moyens, et tu sais lesquels. Mais en plus, nous pouvons t'envoyer direct par la casse-prison, annonce Pierre. On n'envoie pas quelqu'un en tôle pour avoir séduit un mec et couché avec lui, même si sa femme le quitte pour ça, rétorque-t-elle sûre d'elle. Je me demande ce qu'il a encore découvert. Pour ça, non, avoue-t-il. Mais pour vol et recel, oui. N'importe quoi, rugit-elle. Vous n'avez aucune preuve. Tu crois ça? J'ai le témoignage de ton complice. Tu sais, le jeune Gilbert, à qui tu as demandé de mettre une photo de toi dénudée et la clé de ton appartement dans les affaires de Villy. Il est mineur. Son témoignage ne vaut rien. Détrompe-toi, ma belle. En matière civile, il n'y a pas d'âge minimum pour permettre à un enfant de témoigner. Il suffit de s'assurer que l'enfant est capable de relater les faits de manière claire et cohérente. Je sais de quoi je parle. Je suis juriste et maître Boutin peut confirmer. La voilà, la cartouche ultime de mon ami. Il est allé très loin dans ses recherches. Je regarde les 2 autres victimes. Elles sont aussi étonnées que moi. Ce gamin est très malin. Pour assurer ses arrières, il a noté les noms des types que tu lui as demandé de voler. Pierre se tourne alors vers nous, manifestement satisfait de lui, et il le peut. Parce que mademoiselle ne se contente pas de collectionner les types mariés pour s'amuser. Elle repère aussi ceux qui sont friqués, pour leur dérober de l'argent ou des bijoux. Mais Gilbert a les noms des hommes, la liste des objets qu'elle l'a obligé à voler, et celui des receleurs qui ont revendu les bijoux dérobés. Il y en a d'ailleurs certains que tu as conservés pour toi. J'ai une copie de cette liste. Jeannine est devenue de plus en plus pâle au fur et à mesure de ses révélations et manque de s'étouffer devant la liste que Pierre lui met sous le nez. Le vent est en train de mal tourner pour elle, et elle le sait. Donc, tu signes le contrat et tu te tires. Dans le cas contraire, c'est le commissariat de police. Gilbert n'écopera pas de grand-chose puisqu'il est mineur et que tu l'as manipulé. Sans un mot, la danseuse signe le contrat. Dans ma grande magnanimité, je t'ai trouvé un travail qui devrait te convenir, car bien sûr, tu vas devoir démissionner du bal Tabarin. Tu vas te rendre à Bordeaux. Une ancienne connaissance est d'accord pour te recruter pour son établissement qui accueille des personnes bien placées, des hommes surtout. Ton boulot sera de danser et chanter, 2 choses que tu fais déjà à Paris, avec un talent qui n'est pas exceptionnel, d'après ce que j'en ai vu. Peut-être y dénicheras-tu un célibataire friqué qui te proposera le mariage, qui sait. Il lui tend un papier dont elle se saisit de sa main libre. Ne t'avise pas de ne pas aller à Bordeaux. La propriétaire t'attend dès lundi et m'informera de ta présence ou de ton absence. Si tu ne joues pas le jeu, je saurai comment te retrouver. Guillaume, vous pouvez la détacher. Je vais l'accompagner pour récupérer les bijoux volés de la liste et qui sont encore en sa possession, afin de les rendre à leur propriétaire. Maître, vous voulez bien être témoin? Volontiers, Pierre, je vous suis.
Je reste avec Guillaume, le bijoutier. Nous sommes tous les deux stupéfaits par la tournure qu'a pris notre piège, et je suis sûre que maître Boutin l'est tout autant que nous. Je lui offre un verre en attendant le retour de nos deux complices. Nous avons convenu de retrouver le bijoutier et le notaire le jeudi suivant pour déjeuner ensemble. Mais ce soir, nous sommes très attendus lorsque nous arrivons chez les Littmann pour un dîner tardif, car il est près de 23 heures. Alors, demande Lily, curieuse de connaître le dénouement de notre opération, alors que Malena se pelotonne contre moi, surtout avide de ma présence comme je le suis de la sienne. Vili a parfaitement joué son rôle, même si à un certain moment, j'ai dû me mordre les lèvres pour ne pas rire avec ses jeux de mots à la noix. Les femmes me regardent ébahies. Quel genre de jeu de mots questionne Hélène. Eh bien, par exemple, tu signes ou on te saigne? Ou bien, avec ton nom de famille, j'aurais dû me douter que tu jurais comme un charretier. Hélène pouffe, mais elle est la seule. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle avec le second, avoue Déborah. Le nom de famille de Janine est Chartier, explique ma douce femme. En tout cas, précisai-je, Pierre n'était pas en reste quand il a dit « Je dois éteindre ma cigarette, je peux le faire dans le creux axillaire de la demoiselle, ça fait un très joli cendrier. » Tu n'as tout de même pas osé dire ça, Pierre, intervient Déborah un brin scandalisée. Ben si, mais rassure-toi, maman, à part une paire de gifles, il ne lui a été fait aucun mal. Nous l'avons seulement menacé de coups de cravache, de brûlures de cigarette, d'une estafilade sur son visage, de lui arracher les ongles des doigts de pied. Nous en avons même oublié le supplice de la baignoire. En tout cas, Pierre a été génial, confessai-je. Grâce aux résultats de son enquête, elle était pieds et poings liés. C'est on ne peut plus vrai, puisqu'elle était ligotée sur une chaise, mains et pieds attachés, plaisante Pierre. C'est plus fort que nous éclatons de rire en repensant à ce que nous avons fait et dit. Nous racontons tout ce qui s'est passé pendant que Déborah nous sert de quoi nous sustenter. Les questions fusent de part et d'autre. Il nous reste une mission, car nous avons récupéré les bijoux volés, précise Pierre. Je les ai remis à maître Boutin en attendant de les rendre à leur propriétaire. Il va s'en charger et les convoquer à son étude. Finalement, nous ne nous sommes pas contentés de donner une bonne leçon à une femme nuisible, mais nous allons rendre justice à certaines personnes spoliées. Hélène et moi ne rentrerons chez nous que lorsque celle qui voulait nous séparer sera partie. Dans quelques jours, ce sera chose faite. Comme prévu, Pierre et moi retrouvons nos deux complices le jeudi dans un restaurant de la rue Championnet, la Renaissance. Un vieux bistrot du début du siècle, avec son comptoir en marbre et bois, ses vitraux fleuris et son plafond couleur nicotine. Hélène a souhaité m'accompagner pour faire connaissance avec ceux qui nous ont épaulés dans l'exécution de notre plan machiavélique. Ce début de printemps est ensoleillé, et ma princesse a revêtu une jupe bleu ciel avec une veste évasée à manches courtes qui masque son petit ventre rond. Même enceinte, elle reste élégante avec sa tenue accessoirisée, avec des escarpins noirs et un petit chapeau de même teinte. Le notaire et le bijoutier restent un instant bouche bée devant elle, alors qu'elle leur serre la main et les remercie pour leur aide précieuse. Il est encore trop tôt pour eux pour avoir des retombées positives des documents qui prouvent qu'ils ont été manipulés, mais ils se disent soulagés que la responsable de leur situation actuelle soit mise hors de nuire et félicitent encore Pierre d'avoir poussé ses recherches aussi loin. Mais pourquoi lui avoir en plus trouvé un travail, demande Guillaume Perrault. C'était avoir l'assurance qu'elle parte d'ici au plus vite, parce que, à vrai dire, je n'ai aucun moyen réel de savoir où elle pourrait aller si je ne lui donne pas un point de chute en lui faisant croire qu'elle est surveillée. Disons que j'ai bluffé en lui disant que je saurais comment la retrouver. Cet établissement existe donc bien, demande Guillaume Perrault. Oui, absolument. Il est tenu par une femme qui nous a aidés, ma mère, ma sœur et moi, lorsque nous avons fui la France occupée. Elle avait une maison à la Motte-Montravel, en zone libre, le long de la ligne de démarcation où elle nous a hébergés quelque temps avant que l'on puisse rejoindre la frontière espagnole. Le serveur vient nous interrompre pour prendre nos commandes. Le notaire attend qu'il soit parti pour poser une question à son tour. J'ai cru comprendre que cette dame tenait un établissement particulier qui accueille surtout des messieurs. En effet, il s'agit d'un club privé où se réunissent des gens haut placés de la région bordelaise.
plus d'hommes que de femmes, pour la simple raison que la plupart des hauts fonctionnaires ou patrons sont des hommes. Des soirées y sont organisées avec des concerts et de la danse. Mais il semblerait qu'il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? En effet, la propriétaire de ce cercle engage des jolies femmes pour tenir compagnie à ses clients masculins solitaires. Elle sélectionne souvent des danseuses ou des mannequins pour leur plastique, avec une certaine allure, et elle leur offre la possibilité de suivre une formation intellectuelle supplémentaire et d'améliorer leur connaissance des bonnes manières. Le bijoutier ne peut réprimer un rire qui devient vite contagieux parmi ceux qui ont participé à l'interrogatoire. Il y a du boulot avec Janine, finit-il par articuler. Je doute qu'elle ait en effet le profil pour suivre la voie que sa patronne propose aux jeunes femmes plus distinguées, censées distraire ces messieurs de la haute société, avoue Pierre. Bref, la charmante future patronne de Janine est une mère maquerelle, constate le notaire. Ma foi, oui, mais le cercle est tout sauf un bordel, puisque madame Marthe Richard les a fait fermer il y a 6 ans, et il n'y a pas de chambre. Les filles qu'elle emploie ont leur propre appartement en ville. Madame gère tout par téléphone. À ce moment, je crois que presque tous pensent la même chose. Janine est à sa place dans cet établissement. 2 semaines plus tard, ce sont les vacances de Pâques et Hélène ne reprendra pas le travail car son congé maternité commence aujourd'hui, le 22 avril. Il nous reste encore 5 jours à passer à Saint-Martin. J'ai retrouvé toute la sérénité dont j'ai besoin pour travailler à ma thèse de temps en temps. J'ai surtout besoin de Malena. Nous ne nous quittons pas depuis que nous sommes arrivés chez ses parents. Personne n'est au courant de la catastrophe que nous avons frôlée à Paris. En tout cas, notre voisine est bel et bien partie, et Pierre a eu la confirmation qu'elle était bien arrivée à Bordeaux. Et nous préférons oublier ce qui restera un incident dans notre vie de couple, un incident qui a confirmé que nous nous aimons passionnément. Hélène m'a même avoué qu'elle était prête à me pardonner le faux pas que je n'ai pas commis, car elle refuse de vivre sans moi. Par quel miracle méritais-je une femme comme elle? Elle sait aussi que je ne peux vivre sans elle. J'ai besoin de la sentir contre moi chaque nuit, et ça, c'est un minimum. J'ai souvent besoin de plus, beaucoup plus. As-tu réfléchi au prénom qui te conviendrait, mon cœur? Me demande-t-elle après l'amour. Je roule sur le côté et je m'accoude auprès d'elle pour mieux la voir, capter le regard de ses yeux dorés. De l'autre main, j'effleure son ventre, dans lequel grandit notre 2e enfant. J'aime bien Christian, Joachim ou Aloïs pour un garçon, et Sibylle, Marlène ou Martha pour une fille. Ce sont de beaux prénoms. C'est vraiment difficile de choisir. Si nous demandions l'avis de notre bébé? Essaye, mon amour. Il réagit quand tu lui parles, me propose-t-elle. D'accord, j'essaie. Comment dois-je procéder? Improvise. Propose-lui les prénoms que nous avons sélectionnés l'un et l'autre, et nous verrons ce qui se passe. Cette expérimentation est plutôt déconcertante, mais sans danger, donc je me lance. Alors, bébé, si tu es un garçon, comment veux-tu t'appeler? Je cite lentement par ordre alphabétique chacun des prénoms masculins que nous avons évoqués à l'instant et le soir où j'avais joué au plombier. Aloïs? Christian? Hugo? Joachim? Thomas? J'ai cru sentir un petit coup quand j'ai proposé Christian, annonçai-je. Moi aussi, je l'ai senti, mais recommence pour être certain. Je réitère donc l'expérience, avec le même résultat. Willy chérie, il semble que bébé aime bien Christian. Voyons maintenant pour une fille. Cette fois, je suis l'alphabet à l'envers et propose Sibylle, Marlène, Martha, Clara, Agnès. Et cette fois, la réaction de notre bébé est incontestable quand je prononce Martha. Et sa maman l'a très bien ressenti. Je crois bien que bébé a choisi, annonce Malena. Message reçu, mon bébé. Si tu es une fille, ce sera Martha, comme ta grand-mère. Et si tu es un garçon, ce sera Christian.
Nous nous regardons tendrement et éclatons de rire. Nous avons laissé notre bébé choisir, et il semble déterminé. Je continue à murmurer, la bouche sur le ventre de ma femme, tout en la caressant. Je suis le plus heureux et le plus amoureux des hommes. Philly, mai 1952. Nous sommes de retour à Paris depuis quelques jours, et ce jour du 1er mai, Pierre et Lily débarquent en début d'après-midi pour nous proposer d'aller nous balader au jardin du Luxembourg afin de profiter du beau temps. Et Bruno pourra faire naviguer le petit voilier que lui a fabriqué Karl à ses moments perdus pendant nos vacances de Pâques. Nous voilà partis tous les 5 pour le célèbre jardin. Hélène, pourtant, pratiquement au début de son dernier mois de grossesse, est en pleine forme. Désormais, impossible de cacher qu'elle est enceinte, bien qu'elle n'ait pas pris beaucoup de poids. Elle reste ravissante dans sa jupe droite et son ample blouse, dissimulant la bosse de son ventre. Elle a troqué les chaussures à talons pour des ballerines plus confortables. Même enceinte, elle attire les regards masculins. Pendant que les filles paraissent sur un banc, moi et Pierre montrons à Bruno comment faire naviguer son voilier. Il est aux anges, comme tous les petits garçons autour de lui qui ont la même activité, comme tous les gamins qui, depuis des générations, s'amusent à faire avancer, à repêcher et à pousser leurs petits voiliers en bois. Alors que nous sommes en train de boire un verre en terrasse et que Bruno se régale d'une glace avant de rentrer, Lily nous demande si nous serions partants pour aller au bal Tabarin le samedi. Nous pourrions aller au restaurant tous les 4 et y aller ensuite à 22h pour la revue Reflet avec du French Cancan. Je voudrais vous présenter une danseuse qui nous a beaucoup aidés sans le savoir pour coincer Janine. Vous verrez, elle est très sympathique. Je prends un café de temps en temps avec elle et elle me raconte des anecdotes sur le cabaret et aussi sur l'Opéra de Paris où elle a fait partie du corps de ballet. Rien à voir avec la vampe. « Tu te sens assez bien pour y aller, Herzchen ?» demandai-je. « Ma foi, pourquoi pas? Ce sera sans doute ma dernière sortie avant d'accoucher. »« Bon, eh bien, d'accord. » Le samedi 3 mai, nous passons chez les Litzmann pour confier Bruno à Déborah. Hélène lui donne son repas là-bas et nous lui racontons son histoire pour dormir comme d'habitude. Nous le récupérerons le dimanche matin. Nous partons tous les 4 vers la station Jules Geoffrin pour descendre à Pigalle, où nous arrivons en une dizaine de minutes. Nous dînons dans un restaurant proche du cabaret. Nos amis se moquent de nous, car nous nous tenons la main comme des adolescents, ou que j'ai toujours un bras autour de la taille d'Hélène, qui, elle, ne s'en plaint pas. Je n'y peux rien, j'ai besoin de la toucher. C'est plus fort que moi. Un peu avant 22h, nous nous dirigeons vers le bal Tabarin, où nos amis y commandent de quoi boire. Nous ne sommes pas coutumiers de cet établissement, mais il paraît, d'après Lily, qu'il a beaucoup perdu depuis que les propriétaires du Moulin Rouge l'ont racheté à la mort de son ancien propriétaire. Néanmoins, la revue se laisse regarder avec plaisir, jusqu'au final avec le French Cancan comme il se doit dans ce genre d'endroit. Hélène trouve qu'une des danseuses sort du lot pendant le spectacle avant le cancan, et je suis d'accord avec elle lorsqu'elle en fait part à Lily en douce. C'est justement d'elle dont je vous ai parlé. Elle va venir nous rejoindre d'ailleurs. Et en effet, un bon quart d'heure après le cancan, une jeune femme aux cheveux châtain clair et aux yeux verts vient nous saluer. Elle marque un temps d'arrêt en me voyant. « Nous nous connaissons, je crois, » lui dis-je avec un sourire entendu. « Je ne crois pas, » répond-elle hésitante en regardant dans la direction d'Hélène. « Ne vous inquiétez pas, ma femme est au courant que je suis venue boire un verre avec votre ex-collègue Janine. Ce jour-là, j'étais en service commandé. Je vous présente donc Hélène, mon épouse, et la prunelle de mes yeux. » « Enchantée, » murmure la jeune danseuse en serrant la main de Malena, et visiblement soulagée par ce que je viens de dire. « Yvette, ancienne collègue de qui vous savez. » Lily, de son côté, est amusée par la réaction de la danseuse. Elle lui a bien entendu raconter depuis qu'elle ne l'avait pas abordée par hasard, mais qu'elle recherchait des informations sur Janine pour la piéger. Néanmoins, elle n'a jamais évoqué mon rôle à moi, le principal intéressé dans l'affaire, et par son frère Pierre, qu'elle lui présente ce soir-là. « Ravie de vous connaître, Yvette, » déclare Hélène. « Détendez-vous. En effet, mon mari et moi ne nous cachons rien. Il est vrai que votre ancienne collègue a manœuvré pour me le voler,
et que la manipulation a fonctionné sur moi, mais pas sur lui. Pierre l'a beaucoup aidé à démasquer cette femme en enquêtant sur elle, et ils ont élaboré un plan pour la piéger avec succès. Vous savez, Yvette, j'ai bien vu à votre regard que vous n'approuviez pas que je boive un verre avec Janine ce soir-là, poursuis-je. Et ce n'est pas par hasard si je vous ai proposé de rester. Je n'avais pas du tout envie de me retrouver seule avec elle. D'ailleurs, ma proposition ne lui a pas vraiment plu. Vous vous êtes d'ailleurs rendu compte que son contact me déplaisait, du moins, il me semble. En effet, mais j'étais en pleine confusion, je ne savais plus quoi penser. Même si vous n'aviez pas l'air ravi d'être avec elle, vous lui aviez quand même proposé ce rendez-vous, alors qu'elle se vantait d'avoir fait partir votre femme enceinte. Maintenant que je connais la vérité, tout est clair. Je lui réponds uniquement par un sourire et resserre mon étreinte sur Hélène, dont je baisse tendrement le front. Comme vous pouvez le constater, tout va pour le mieux avec Hélène, et pour rien au monde je ne la trahirai. Le soupir de soulagement d'Yvette en dit plus long que tous les mots. Lily et Pierre lui racontent ensuite le fameux piège en détail. Mais le jeune juriste passe très vite à un autre sujet, Yvette elle-même. Il ne tarit pas d'éloges sur le spectacle, et en particulier sur la prestation de la jeune femme qui rougit sous l'avalanche de compliments. Dieu sait que Pierre peut être très prolixe, et là, il a ouvert grand les vannes. C'est tout juste si elle arrive à placer une phrase. Elle parvient tout de même à l'interrompre dans son panégyrique et à déclarer qu'il était temps d'ailleurs que nous venions voir le spectacle, qui était l'avant-dernier dans lequel elle se produisait ce soir. « Je vais désormais sévir au Moulin Rouge, annonce-t-elle, mais je ne ferai plus ça très longtemps. J'avoue que j'aime de plus en plus enseigner la danse. Mais il faut vivre et pour l'instant, le salaire que me propose le Moulin Rouge est plus que correct. » Lily promet d'aller la voir lorsqu'elle aura pris ses marques dans le célèbre cabaret. Je sens qu'elle aime bien cette jeune femme que Pierre regarde avec une insistance qui ne trompe pas. « Je t'accompagnerai, sœurette. Tu ne peux pas de toute façon aller dans ce genre d'endroit toute seule. »« Alors que toi, oui, rétorque Lily illico. C'est le privilège d'être un homme, ma chère sœur. »« Quel macho. Je plains celle que tu épouseras si tu te maries un jour. » Nous les regardons se chamailler, et si Hélène et moi savons que c'est juste un jeu, les prunelles d'Yvette se sont écarquillées, ce dont s'aperçoit Lily. « Rassure-toi, lui dévoile-t-elle, nous adorons les joutes verbales. Ce n'est pas par hasard si monsieur a choisi le droit. Et moi, j'adore le titiller. Il n'est pas macho, juste très protecteur avec sa grande sœur. » Mais l'heure tourne, et nous prenons congé. Lily et Yvette se donnent rendez-vous dans le café où j'avais bu un verre avec Janine, afin que la danseuse lui raconte ses débuts au Moulin Rouge. Je ne doute pas un seul instant que Pierre s'y insinue ce jour-là ou un autre. La lueur dans ses yeux est très révélatrice de l'attrait qu'il éprouve pour la jeune femme. Villy, 27 mai 1952. Depuis quelques jours, Hélène a des contractions, mais selon elle, rien de très sérieux. Elles ne sont pas assez fortes et longues pour augurer la naissance imminente de notre bébé. Cependant, afin qu'elle se repose, j'emmène Bruno chez les Litzmann lorsque je pars au lycée et je ne vais pas à la Sorbonne. Il en est de même ce 27 mai, même si mon dernier cours se termine à 15h30. Notre bébé devant naître en pleine année scolaire, Hélène a décidé d'accoucher à Paris, dans notre petit appartement, avec l'aide d'une sage-femme. Elle refuse d'accoucher à la maternité, pourtant toute proche de l'hôpital Bichat, parce qu'elle veut que je sois près d'elle au moment de la naissance, comme pour Bruno. Il est vrai que ma présence en salle d'accouchement à l'hôpital ne serait pas acceptée. La sage-femme qui suit Hélène nous l'a confirmé. Et il est hors de question que je laisse Malena seule avec des étrangers pour cette épreuve douloureuse. Je veux être là. Je sais que ma présence l'apaise pendant le travail. Et moi, j'ai besoin d'être auprès d'elle, de poser ma main sur son ventre, de lui tenir la main, de faire tous ces petits gestes qui apportent chaleur et réconfort. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir peur pour elle, mais quoi qu'il arrive, je veux être là. Même si je n'ai que peu de temps, je rentre à l'heure du midi pour déjeuner depuis qu'elle a ses contractions. Le lycée est à 20 minutes à pied de notre domicile. Cela ne me laisse que 3/4 d'heure avec elle, mais cela me rassure, et elle aussi. Lorsque j'arrive à 12h30, Malena m'annonce que les contractions qu'elle ressent depuis le matin sont différentes.
Elles ne s'affolent toutefois pas, car elles ne sont pas régulières et sont très espacées et brèves. En moi, l'anxiété monte, mais je ne veux pas lui montrer. Je déjeune donc normalement, essayant de paraître détendue. Toutefois, je propose d'avertir la sage-femme au passage. Comme tu veux, mon amour, mais elle risque de se déplacer pour rien. Au moins, elle verra où tu en es, et saura si elle doit revenir et dans quel délai, précisai-je. Ça me rassurera de savoir qu'elle va venir. Hélène acquiesce avec un sourire. Après un bref arrêt chez la mailloticienne, je retourne au lycée, mais je ne suis pas très concentrée. Heureusement, les 2 heures de cours sont vite passées, et c'est au pas de course que je rentre à la maison à 16 heures. « Tu as raté la sage-femme de peu, chérie, m'annonce Malena. Elle m'a dit que tu avais eu raison de la prévenir. Le travail a commencé, et mon col a commencé à s'ouvrir. J'en suis à 4 centimètres. Elle va revenir au début de soirée, vers 19 heures. Si je comprends bien, il vaut mieux que Bruno reste chez les Littmann ce soir. En effet, mon amour, car les contractions sont en train de s'intensifier et se rapprochent, mais rassure-toi, tu as largement le temps de faire l'aller-retour. De toute façon, je n'ai pas le temps de m'éterniser, pensai-je. Juste le temps de faire un câlin à notre fiston, à qui nous avons expliqué qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur, qui pour l'instant était dans le ventre de maman. Nous lui avons d'ailleurs fait constater la présence de ce futur compagnon de jeu en demandant à la sage-femme de lui faire écouter le cœur du bébé lors du dernier examen prénatal. Maintenant, il a hâte de le voir arriver. À 17 heures, à mon retour, Hélène est toujours debout. Elle marche de long en large. Cela me rappelle la naissance de Bruno, quand marcher lui permettait de mieux gérer la douleur. Mais les contractions reviennent maintenant toutes les 5 minutes, et même un peu moins, et durent bien 1 minute. Dans ces moments douloureux, elle s'accroupit et ne dit plus un mot. Mais c'est aussi là qu'elle me tient les mains avec force, ou bien qu'elle s'accroche à mes épaules lorsque la douleur la submerge, pendant que je la maintiens de mes bras, afin qu'elle ne perde pas l'équilibre. Lorsque la contraction est terminée, je m'assieds sur le lit et elle vient se reposer tout contre moi. J'ai compris qu'elle avait moins mal lorsque son dos était étiré et son bassin relâché pendant les contractions. Au moins, je me sens utile. Enfin, la sage-femme arrive un peu avant 19 heures, pile au moment où Hélène perd les os, alors qu'elle est une nouvelle fois accroupie, accrochée à moi, comme une bouée de sauvetage. « Eh bien, je crois que j'arrive pile au moment où il faut », s'exclame-t-elle devant la scène. Elle attend que Malena lui signale la fin de la contraction pour l'examiner. « Vous êtes presque à 9 centimètres. Cela ne va plus être très long, mais les contractions vont encore s'intensifier. »« J'ai remarqué, » halète Hélène, qui en sent justement revenir une. « J'ai l'impression qu'elle se succède sans me laisser de répit. »« Je sais, Madame Lawrence, mais chez vous, elles sont efficaces. Votre mari et moi, nous sommes là. » Au bout d'1 heure, Malena est à dilatation complète. Le grand moment est imminent, car elle ressent le besoin de pousser. Mais je perçois que la position sur le dos est vraiment inconfortable pour elle. Je me glisse alors derrière elle à genoux pour qu'elle s'appuie contre moi entre 2 contractions et se détende un peu. Tout est prêt pour la sage-femme, depuis un bon moment. Eau bouillante, linge propre, couche, lange, chemise et brassière pour le bébé. Lors de chaque contraction et de chaque poussée, je l'aide à prendre une position plus assise qui favorise la descente du bébé et je l'aide à maîtriser sa respiration. Tout ce que je veux, c'est qu'elle souffre moins. Elle a bien retenu les leçons d'Aglaé, et moi aussi. Je lui éponge le visage, lui susurre des mots d'amour. « Si les papas étaient tous comme vous, monsieur Lawrence, mon travail serait plus facile, » me murmure la sage-femme. « À croire que vous avez fait ça toute votre vie. » Le bébé progresse bien, je vois sa tête. Hélène tend les bras pour toucher la tête de notre enfant, guidée par la sage-femme. Mais ce n'est pas encore terminé. Je la soutiens du mieux que je peux. Malena est très courageuse, et tous ses efforts sont récompensés par la rencontre avec bébé. Pour autant, l'accouchement n'en est pas tout à fait terminé. Puis, tout va très vite. La tête passe, puis le corps du bébé. Je regarde la sage-femme le poser brièvement sur Hélène. Couper le cordon. J'entends le premier vagissement de notre enfant. Et je suis comme dans un rêve. Ce n'est que lorsqu'Hélène, qui est toujours appuyée contre moi,
soulève notre enfant que nous voyons l'un et l'autre, qu'il s'agit d'une petite fille. Nous sommes émus aux larmes. Une très belle petite fille. Beau travail tous les deux. Elle est magnifique. Comment allez-vous l'appeler? Martha, dis-je après un tendre regard vers l'amour de ma vie et un baiser sur sa tempe. Je change de position pour m'asseoir auprès d'Hélène et la serrer dans mes bras, pendant que la professionnelle réalise les soins sur notre bébé et l'habille. Allez, Martha, tu vas aller dans les bras de papa pendant que je m'occupe de maman. En effet, j'ai failli oublier l'expulsion du placenta, mais la délivrance se passe sans encombre. Et bientôt, je me réinstalle tout proche de ma femme qui peut enfin prendre tout contre elle notre bébé, né à 21h, et qui n'a qu'une idée, téter. La sage-femme prend congé en prévenant Hélène qu'elle repassera le lendemain dans la matinée. Il ne me reste qu'à préparer un repas pour moi et l'amour de ma vie. Demain va être une journée chargée. Prévenir Déborah de la naissance, appeler mes beaux-parents qui, heureusement, ont fait installer le téléphone chez eux, chose que je ferai dès que nous aurons un nouvel appartement, et aller déclarer notre fille à la mairie. Allongée près de Malena, qui s'est endormie dans mes bras, je repasse le film de ma vie dans ma tête. Ma vie d'enfant heureux à Francfort, mon adolescence et mes rêves, ma première expérience sexuelle, et puis la guerre et son cortège de morts, mais aussi la rencontre avec Karl et son soutien sans faille pendant les combats quand mon moral flanchait, puis les camps de prisonniers. Et enfin est arrivé ce jour de juillet où tout a basculé, quand j'ai vu cette magnifique jeune fille blonde aux yeux d'or, dans sa robe rouge fleurie, qui à partir de ce moment a occupé toutes mes pensées. Je crois encore sentir sur mes lèvres notre premier baiser dans le foin. Je l'aimais et la désirais déjà comme un fou, sans oser espérer que tout cet amour que j'éprouvais soit réciproque. Comment pouvait-elle m'aimer, moi, un misérable prisonnier allemand, un de ceux qui avaient occupé et pillé son pays? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a rejoint dans ma chambre, après avoir découvert la vérité sur une fiancée imaginée pour l'éloigner de moi et me faire avouer ce que je ressentais vraiment pour elle. Ce jour-là, nous avons fait l'amour pour la première fois, et j'ai su ce que pouvait être le paradis sur terre. Nous ne nous sommes plus quittés depuis, sauf cette année, pendant quelques jours qui m'ont semblé une éternité. Je ne veux plus que cela arrive, même si toute expérience, même désagréable, nous fait avancer. Nous appartenons l'un à l'autre, et nous ne laisserons personne nous séparer. Hélène est la plus belle chose qui me soit arrivée, et nos enfants les précieux cadeaux qu'elle m'a faits, le résultat de notre amour indéfectible.